Ce topo sera beaucoup plus axé sur le côté pratique de la prise en charge des hommes des hommes dans le contexte d'une infertilité, puisqu'en fait, moi, ce que je vais vous présenter, c'est la prise en charge des hommes qui viennent consulter en centre d'aide médicale à la procréation, donc ce qu'on propose en termes de prévention, de dépistage et de prise en charge à l'heure actuelle. Donc en termes de prévention, tout d'abord, on a vu qu'il fallait limiter les expositions in utero à des perturbateurs endocriniens ou à d'autres substances chimiques. Et donc pour ça, il est nécessaire de proposer une surveillance pendant la grossesse. Donc l'ANSES avait proposé des recommandations en 2014 visant justement à prévenir les expositions des hommes et des femmes, surtout en prévenant l'exposition des femmes pendant la grossesse. Donc cette recommandation visait à sensibiliser les professionnels de santé, donc les médecins généralistes, les gynécologues obstétriciens ou les sages-femmes, aux risques potentiels associés à l'utilisation de produits qui contiennent des substances au cours de la grossesse. Donc ça, c'est le premier axe de prévention, c'est vraiment autour de la grossesse, où on voit également que les différentes sociétés savantes se mobilisent pour pouvoir donner des axes de prise en charge, également sur tout ce qui est exposition professionnelle. Donc comme je vous le disais, pour prévenir les expositions professionnelles, il faut procéder donc à une collaboration avec les médecins du travail, qui sont vraiment des partenaires clés dans la prise en charge des hommes pour prévenir leurs expositions à des facteurs professionnels. Et les politiques de santé publique vont dans ce sens, puisqu'il y a eu un appel de la FIGO sur l'impact des produits chimiques et toxiques sur la santé reproductive. Cet appel visait à développer une politique de prévention des expositions aux toxiques environnementaux, à assurer une alimentation saine pour tous, à intégrer la santé environnementale dans le parcours de soins et à assurer une justice environnementale. Les facteurs chimiques, donc, on voit qu'ils sont présents de façon ubiquitaire dans l'environnement des hommes. Là, il y a eu une étude qui a été menée à Marseille qui a montré que finalement, les patients, est-ce qu'ils étaient vraiment informés du risque pour leur fertilité vis-à-vis des facteurs chimiques? Eh bien, on voit que 26% des patients étaient informés et que leur principale source d'information était des affichages, donc pour 13% d'entre eux, ou via les consultations médicales pour 13% d'entre eux. Comme je vous l'ai dit, en termes de prise en charge et de prévention pour les facteurs environnementaux, il est important de collaborer entre praticiens. La collaboration pluridisciplinaire va permettre une détection, une caractérisation des expositions, de mettre en place des mesures préventives et un suivi des patients pour une prise de conscience de la population. Alors, les facteurs physiques, on a parlé de l'influence de la chaleur. La chaleur a été même utilisée comme moyen contraceptif chez l'homme, puisqu'il avait été montré qu'une élévation de la température testiculaire pendant 15 heures par jour pouvait être utilisée comme une contraception masculine. Donc en fait, ils ont développé des caleçons qui remontaient les testicules au niveau du pli inguinal, ce qui permettait en fait de remonter la température testiculaire, et on avait un effet contraceptif. C'est une publication qui est parue en 2017 et donc qui montre bien que l'effet de la chaleur a un effet stérilisant chez l'homme. Donc parmi les causes qu'on peut détecter comme effet de la chaleur chez l'homme, on peut dépister toutes les cryptorchidées, orchites ou varicocèles qui donc augmentent la température testiculaire, et donc il faut systématiquement dépister comme étant des facteurs d'infertilité. Là, donc, vous avez les études toujours sur l'impact de la chaleur. Le premier graphe, donc, c'est l'augmentation de la température scrotale en fonction du temps de marche, où on voit que la température scrotale augmente avec l'activité physique, et versus... Non, alors, pas du tout.
Ça, c'est la courbe qui montre l'utilisation en fait d'ordinateurs portables en marche, en position assise. Donc, je vous avais dit que la position assise favorise l'augmentation de la température scrotale. Et lorsqu'en plus on rajoute un ordinateur en fonctionnement sur les genoux, on augmente encore davantage la température scrotale. Et c'est un facteur d'infertilité chez l'homme. Donc, un conseil à donner aux hommes qui cherchent à avoir des enfants, évitez de rester assis longtemps et d'avoir l'ordinateur sur les genoux. Ensuite, donc, toujours pour réduire la chaleur, on va demander donc aux patients de diminuer leur activité physique qui pourrait augmenter la température corporelle, donc la course à pied de façon intensive, le cyclisme, etc. Le port de sous-vêtements larges, comme je vous l'ai dit, certains sous-vêtements peuvent carrément être contraceptifs, donc attention aux sous-vêtements trop serrés. Il faut également réduire les épisodes fébriles, donc je pense à des patients qui peuvent avoir des fièvres à répétition. La fièvre effondre les paramètres spermatiques. Le premier paramètre qu'on évalue lorsqu'un patient vient faire un spermogramme, c'est avez-vous eu de la fièvre dans les 3 mois qui ont précédé l'examen? Parce qu'on sait qu'une fièvre dans les 3 mois qui précèdent un spermogramme va dégrader les paramètres spermatiques. 3 mois, c'est le temps de la spermatogénèse. Donc, dans les 3 mois qui précèdent un spermogramme, s'il y a eu de la fièvre, on aura donc artificiellement une baisse de la production de spermatozoïdes qui finalement va être en dehors de toute fièvre, une production normale. On va également donc limiter la position assise prolongée, je vous l'ai dit. On va également demander de réduire l'exposition aux radiations ionisantes. Ça, je pense au personnel qui travaille, par exemple, au bloc opératoire, etc., qui ont une exposition professionnelle à des radiations ionisantes. Et le téléphone portable, il y a quelques études qui montrent aussi que ça peut jouer sur la mobilité des spermatozoïdes. Les facteurs socioculturels, on en a parlé, le gros warning, le facteur principal connu et avéré comme étant toxique pour la fertilité de l'homme, c'est bien évidemment le tabac. Donc, un homme qui cherche à procréer, il faut impérativement lui demander d'arrêter de fumer ou au moins de diminuer sa consommation de tabac, parce qu'on a montré aussi que la consommation de tabac était corrélée à la concentration, donc plus on fume, plus on dégrade son spermogramme. Donc là je vous ai mis le résumé d'une étude qui a évalué l'impact, la motivation des femmes à modifier leur habitude de vie, c'est-à-dire leur consommation de tabac. Et on voit que les principales femmes qui étaient sensibles aux questions de modification de leur habitude de vie, c'était donc des femmes qui avaient l'impression d'avoir un problème d'infertilité, les femmes qui avaient un indice de masse corporelle élevé ou les femmes qui étaient très bien informées sur la fertilité. Donc ça, pour vous dire que informer les patients, ça joue dans la motivation en fait à les faire changer leurs habitudes de vie. Un petit mot sur les facteurs iatrogènes. Comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la préservation de la fertilité. Lorsqu'un patient va recevoir une chimiothérapie, une radiothérapie ou pour les hommes l'orchidectomie dans le cancer du testicule, il faut penser à leur proposer une préservation de la fertilité par le biais du sécos. C'est quelque chose qu'on peut faire maintenant qui est fait couramment et trop peu de patients sont adressés au sécos avant leur traitement, alors qu'on a montré que parallèlement à l'augmentation de l'incidence des cancers, il y a beaucoup de patients qui guérissent. Et donc dans les cancers des jeunes enfants ou des patients jeunes qui guérissent, dans leur vie adulte, ils vont vouloir procréer, sauf que la conséquence principale des traitements qu'ils auront reçus, ce sera la baisse des paramètres spermatiques. Or, si on a congelé des spermatozoïdes avant de procéder à ces traitements, on va pouvoir leur proposer une procréation médicale assistée si jamais les paramètres ont été effondrés. Donc, pensez à envoyer les patients au sécos avant la chimiothérapie, puisque une fois que la chimiothérapie ou la radiothérapie a eu lieu, il est trop tard. Parce qu'il y a un risque mutagène. La chimiothérapie et la radiothérapie entraînent des mutations dans les gonades. Donc, on va congeler du sperme qui sera muté. Donc, il faut vraiment le faire avant. Voilà.
Ensuite, donc concernant la formation professionnelle des praticiens, on en a déjà beaucoup parlé. C'est un élément clé de la prévention. Il faut proposer une prévention, formation des professionnels de santé. Donc c'est un peu pour ça qu'on est réunis tous ensemble aujourd'hui. C'est parce qu'on a pris conscience qu'il était important de se former sur l'impact de l'environnement, sur la fertilité, c'est mon domaine, mais beaucoup d'autres questions, pour pouvoir proposer une prise en charge optimale des patients. Ça, c'est une étude américaine chez 2514 gynécologues obstétriciens, et on voit que 79% des gynécologues obstétriciens pensaient pouvoir réduire les expositions de leurs patients en leur prodiguant des conseils. 50% interrogeaient systématiquement leurs patients sur les expositions environnementales, et moins de 20% interrogeaient régulièrement les patients sur leurs expositions environnementales. Ça veut dire que c'est encore une question qu'on pose rarement aux patients quand on le reçoit. Est-ce que vous êtes exposé à des facteurs environnementaux, vos habitudes de vie, le tabac? C'est encore très peu utilisé, et seulement 1 sur 15 des gynécologues obstétriciens interrogés avaient suivi une formation spécifique sur les facteurs environnementaux. Les principaux freins à l'information des patients, donc pourquoi les praticiens ne délivraient pas d'informations sur les facteurs environnementaux à leurs patients? C'est parce que ils avaient souvent un manque de formation durant leur formation initiale sur le sujet, qu'ils doutaient de la validité des données scientifiques, qu'ils avaient peur d'inquiéter les patients, ou encore qu'ils avaient une incertitude sur la capacité des patients à réduire leurs expositions. Alors, je vous prends l'exemple du centre où j'ai été formée en tant qu'interne, le centre de procréation médicale assistée du CHU de Marseille, où on avait mis en place une plaquette d'information pour nos patients en PMA, visant à leur expliquer les risques des facteurs reprotoxiques. Donc, c'était quelque chose d'assez pratique qu'on pouvait distribuer en salle d'attente, et qui pouvait donc leur expliquer pour le ménage, le jardin, la cuisine, qu'est-ce qu'il fallait éviter pour pouvoir améliorer leur fertilité, puisque les facteurs environnementaux ont un impact aussi sur les résultats en assistance médicale à la procréation. Donc même s'il y a déjà un impact, les patients sont infertiles, quand ils débutent un parcours de procréation médicale assistée, il faut quand même modifier leurs habitudes de vie ou leurs expositions, parce que ça améliore les résultats en PMA. Donc d'où l'intérêt de leur donner de mettre en place des mesures en fait pour informer les patients sur les précautions à prendre. Un mot sur le dépistage. Donc le dépistage des expositions environnementales va se faire essentiellement chez l'homme par l'interrogatoire. On va rechercher donc à dépister le syndrome de dysgénésie testiculaire avec la présence d'une cryptorchidie, d'un hypospade, d'une hernie inguinale, ou la recherche de varicocèle pour l'exposition à la chaleur, puisqu'en fait, donc rapidement, le varicocèle, c'est donc une dilatation veineuse au niveau des bourses qui va entraîner la stagnation du sang au niveau testiculaire. Le fait que le sang stagne au niveau testiculaire va élever la chaleur en intratesticulaire, et donc mécaniquement augmentation de la chaleur, dégradation des paramètres spermatiques. Donc si on dépiste la présence de varicocèle chez un homme, c'est intéressant de traiter ce varicocèle pour pouvoir retrouver une température scrotale normale et améliorer sa fertilité. On va également demander au patient s'il a déjà eu recours à de l'AMP ou s'il a déjà eu des enfants, puisque effectivement ça va être un indicateur d'une baisse de sa fertilité. On va dépister toutes les expositions. On a vu que les expositions environnementales étaient ubiquitaires. Donc, bien sûr, est-ce qu'il a déjà reçu un traitement gonadotoxique? On a parlé de la chimio, de la radiothérapie. Est-ce qu'il a été exposé à des rayonnements, des pesticides, des insecticides, des toxiques? Est-ce qu'il a des fièvres récurrentes? Est-ce qu'il prend souvent des bains chauds supérieurs à 40 degrés, élévation de la température scrotale? Le tabac, les drogues aussi, voilà, on va pouvoir dépister tout ça. Le lieu d'habitation, on en a parlé ce matin.
qui a été reconnu comme un facteur pouvant impacter la fertilité. Donc, on va essayer de savoir si le patient habite à côté de champs où il y a de l'épandage, parce que ça pourra être aussi une raison, un facteur d'exposition environnementale. Et bien sûr, sa profession. On va demander au patient sa profession, bien sûr dans le but de pouvoir mettre en place des mesures d'éviction de certains facteurs, s'il est amené à manipuler des produits chimiques, s'il travaille devant un four, il est pizzaiolo, il est devant le four toute la journée, il a une augmentation de la chaleur aussi, il est exposé à la chaleur. Tout ça, on va pouvoir mettre en place des mesures de prévention pour pouvoir prévenir les facteurs professionnels. Alors, ensuite, on va passer au versant biologique. Je suis quand même biologiste, donc on fait effectivement le dépistage de la baisse de la fertilité chez l'homme se fait tout simplement par la réalisation d'un spermogramme. Le spermogramme va évaluer le volume, la concentration, la mobilité, la vitalité et la morphologie des spermatozoïdes. Et donc, on pourra mettre en évidence des hypospermies, des oligospermies, baisse de la concentration, des asténospermies, des nécrospermies ou des tératospermies. Voilà. Et en fonction des anomalies du spermogramme, on pourra aussi définir s'il y a eu des anomalies liées à l'exposition environnementale. Alors, on va également explorer au niveau biologique les anomalies du noyau des spermatozoïdes. Alors, il y a deux types d'anomalies. Les anomalies qui sont d'origine testiculaire, donc des problèmes au niveau de la méiose, qui vont entraîner donc un défaut de ségrégation des chromosomes, qui va aboutir à une augmentation du taux d'aneuploïdie dans les spermatozoïdes, ou des anomalies de la spermiogenèse, qui vont donc être des anomalies des protéines associées à l'ADN, qui vont entraîner des défauts de condensation de la chromatine, ou des anomalies par dégradation des brins d'ADN, qui vont entraîner une fragmentation de l'ADN. Donc ces anomalies du contenu nucléaire des spermatozoïdes pourront être explorées par des tests qui sont faits donc dans des centres de référence en métropole. Ça, je vous présente un peu les tests qui sont faits quand même en dépistage, en routine, en procréation médicale assistée. Pas dans tous les centres, mais on peut y avoir recours si on a une forte suspicion. Donc la fluorescence in situ, l'hybridation en fluorescence in situ, qui va dépister les taux d'aneuploïdie. On va pouvoir également explorer la condensation de la chromatine par des tests comme la coloration des noyaux au bleu d'aniline ou encore le marquage au bleu de toluidine. Ou encore, on va pouvoir analyser la fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes par diverses méthodes. Les méthodes les plus utilisées sont la méthode tunnel, le SCSA et les comètes. Je vais pas vous détailler mais en gros, voilà, on pourra explorer donc comme ça le retentissement de certains facteurs, notamment des facteurs environnementaux, sur la qualité de l'ADN des spermatozoïdes. Donc en termes de prise en charge, évidemment, on va d'abord proposer aux patients l'éviction de l'exposition aux facteurs modifiables. Donc modification des habitudes de vie, on en a déjà parlé, reclassement professionnel. Et puis il y a quelques traitements médicamenteux qui ont quand même fait leurs preuves sur la prise en charge des hommes dans les infertilités idiopathiques. Donc, les anti-œstrogènes, le citrate de clomifène et le tamoxifène, ils ont donc pour mécanisme d'action la suppression du rétrocontrôle des œstrogènes sur la sécrétion des gonadotrophines, ce qui augmente la LH et la FSH, donc la testostérone et l'œstradiol. Donc, ils sont utilisés en général dans les oligoasténotératospermies idiopathiques avec des gonadotrophines normales. Et donc certaines études ont montré qu'ils augmentaient les taux de grossesse, augmentaient surtout la concentration en spermatozoïdes, ils pouvaient des fois améliorer un peu la mobilité et augmentaient le taux de FSH et la testostérone chez les hommes infertiles. Est-ce qu'on peut utiliser la testostérone pour prendre en charge les patients et améliorer leurs paramètres spermatiques? Non, surtout pas.
La testostérone dans la prise en charge de l'infertilité idiopathique est complètement contre-indiquée. Elle a un effet contraceptif parce qu'elle met complètement au repos l'axe gonadotrope. Donc elle est totalement interdite en fait quand un patient veut procréer. Au contraire, on va surtout éviter de lui donner de la testostérone parce que et on le voit très bien justement chez les bodybuilders. C'est quelque chose qu'on dépiste en fait aussi lors de l'interrogatoire. Est-ce que vous prenez des stéroïdes, de la testostérone? Parce que justement, c'est aussi une cause d'infertilité. Donc pas de testostérone. On va proposer en revanche les traitements antioxydants pour diminuer la fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes. Donc je vous ai mis la liste des différents antioxydants reconnus comme pouvant améliorer la qualité du sperme. Donc chacun a un peu son petit cocktail d'antioxydants qu'il propose aux patients. Et donc il a été montré qu'une supplémentation en antioxydants chez les hommes hypofertiles pourrait améliorer les taux de naissance vivante des couples en AMP. Donc c'est quelque chose qu'on propose aux patients, notamment lorsqu'on met en évidence une augmentation du taux de fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes. Enfin, évidemment, le dernier recours en termes de prise en charge lorsqu'on n'a pas pu améliorer le sperme et qu'on n'a pas pu obtenir une grossesse spontanée, c'est évidemment le recours à l'assistance médicale à la procréation. Donc, il y a 3 grandes techniques qui sont utilisées. La technique d'insémination intra-utérine qui va juste viser à faire une préparation du sperme, donc pour essayer de sélectionner les spermatozoïdes qui sont les plus mobiles et les plus fécondants. Et donc cette sélection des spermatozoïdes va être inséminée chez la patiente au moment de l'ovulation. Enfin, il y a la fécondation in vitro classique qui est donc alors une méthode comme le nom l'indique in vitro. À ce moment-là, il va falloir aller ponctionner les ovocytes chez la femme, réaliser une préparation, une sélection des spermatozoïdes. La fécondation se fait in vitro et on va replacer à ce moment-là l'embryon chez la patiente. Et enfin, l'ICSI, ou alors là, cette technique, elle est réservée dans les cas d'infertilité masculine sévère. C'est une indication exclusivement masculine de l'ICSI où on a si peu de spermatozoïdes qu'on ne peut même pas proposer une fécondation in vitro classique parce que les spermatozoïdes sont pas assez nombreux pour pouvoir féconder in vitro. On va alors injecter directement le spermatozoïde dans l'ovocyte pour pouvoir féconder. La préservation de la fertilité, je vous en parlais, c'est aussi une prise en charge des patients lorsqu'on a un risque gonadotoxique lié au traitement comme les chimiothérapies, radiothérapies. On voit qu'il y a une faible proportion de patients atteints du cancer qui bénéficient d'une préservation de la fertilité. La mise en place de réseaux nationaux et internationaux est un élément clé dans la préservation de la fertilité. Donc au niveau national, il y a la Fédération française des sécosses qui travaille régulièrement sur ces questions pour permettre l'accès à la préservation de la fertilité, aussi bien aux hommes, donc je parle que des hommes, mais il y a évidemment les femmes aussi qui doivent bénéficier de préservation de la fertilité, mais aux hommes donc adultes, mais également aux jeunes enfants, aux petits garçons qui ont des leucémies. On peut maintenant congeler la pulpe testiculaire, parce qu'ils n'ont pas encore d'éjaculation, donc on peut pas congeler des spermatozoïdes chez les petits enfants, mais on peut aller prélever de la pulpe testiculaire et la congeler, et les travaux d'activation d'un spermatogénèse in vitro étant très prometteurs, on a l'espoir que dans quelques années, donc quand ces enfants auront guéri et grandi, on puisse leur proposer quand même une prise en charge en procréation médicale assistée. Et puis, bien sûr, au niveau local, la préservation de la fertilité s'organise en mettant en place des plateformes multidisciplinaires. C'est aussi un élément clé avec les oncologues. Il faut travailler en réseau pour faciliter le travail des oncologues, pour que les oncologues puissent facilement adresser les patients aux spécialistes de la fertilité. Donc,
Je vous présente rapidement l'algorithme de prise en charge de la Fédération française des sécos. Donc, lorsqu'il y a un diagnostic du cancer, le patient doit être adressé à la plateforme de préservation de la fertilité. Pour cela, il existe des fiches de liaison, des numéros verts, etc. via une infirmière coordinatrice. Il doit bénéficier d'une consultation donc aux fertilités où il va recevoir une information sur l'impact des traitements qu'il va recevoir sur sa fertilité. On va donc lui proposer une préservation de la fertilité et cette préservation de la fertilité pourra être réalisée grâce à un protocole standardisé ou dans les cas difficiles, on pourra réaliser une RCP nationale pour pouvoir discuter des indications de préservation. Le traitement pourra donc avoir lieu, puis le patient, on va lui préconiser une contraception pendant les 2 ans qui vont suivre le traitement pour prévenir le risque mutagène. Parce que s'il n'a pas une altération de sa fertilité, en revanche, s'il décide de procréer dans les 2 ans qui suivent, il y a un risque de transmission de maladies, malformations à la descendance. Donc contraception, puis évaluation des paramètres du sperme, et enfin procréation, soit via la PMA si la spermatogenèse n'a pas repris après le traitement, soit une procréation spontanée. Alors, pour finir, les différentes observations qu'on a eues sur la santé environnementale vont nous amener vers un nouveau parcours de soins. En procréation médicale assistée, en fertilité, lorsqu'il existe un désir de grossesse, la prise en charge doit être pluridisciplinaire. D'abord, au niveau du diagnostic, il faudra donc dépister les expositions du patient, en même temps que de faire son bilan de la fertilité, pour pouvoir mettre en place des mesures correctives, donc corriger les expositions via des biomarqueurs. On en a parlé, c'est la nouvelle voie de recherche parce qu'on a besoin de biomarqueurs pour pouvoir suivre les expositions des patients. Mais en attendant d'avoir des biomarqueurs, on peut aussi utiliser, par exemple, des questionnaires. Alors moi, à Marseille, j'avais travaillé sur un questionnaire sur la fertilité, sur les expositions environnementales pouvant impacter la fertilité. Donc c'est un questionnaire qu'on distribuait en salle d'attente aux patients pour évaluer quelles sont leurs habitudes de vie et s'ils étaient exposés. Et à ce moment-là, on pouvait leur prodiguer spécifiquement des mesures sur ne pas réchauffer les aliments au micro-ondes, arrêter de fumer, arrêter de manger des aliments grillés au charbon, etc. Et donc déjà, simplement via des questionnaires, on peut avoir une idée, puisque l'exposition étant multifactorielle, de l'étendue de l'exposition des patients à des facteurs environnementaux. Et enfin, une fois qu'on a corrigé ces expositions, on peut donc leur proposer de procréer via la fertilité spontanée ou la PMA. En conclusion, donc, il est important de mener une politique de prévention des expositions aux facteurs environnementaux. L'information sur le risque des facteurs reprotoxiques des patients est cruciale dans la prévention. Pour ça, il est nécessaire d'établir une collaboration pluridisciplinaire avec différents corps de métier et en particulier la médecine du travail. Il faut également favoriser la formation des professionnels de santé et intégrer la santé environnementale dans le parcours de soins des patients. Je vous remercie.